Bonjour à toutes et à tous, et donc bienvenue pour cette table ronde qui a pour terme donc les banques centrales au cœur du verdissement de l'économie. Et donc pour traiter de cette question-là, nous avons un panel très équilibré, puisque nous avons deux banquiers centraux, donc Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la Banque centrale européenne. Nous avons Marwan El Hassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie. Nous avons aussi donc deux économistes académiques, donc il y a Jésabel Coupet-Soubeyran de Paris 1, donc qui est en ligne, donc que vous ne voyez pas pour le moment, mais qui, elle, doit nous voir. Et puis Lucretia Rechlin à ma droite de London Business School. Et puis nous avons deux banquiers commerciaux, donc avec Lorenzo Binismaghi au milieu, président de la Société Générale, et Olivier Nicolas, qui est membre du comité exécutif de LCL. Alors je ne me suis pas présenté, moi je suis Olivier Garnier, donc directeur général à la Banque de France, et c'est aussi en tant qu'Association française de sciences économiques que je modère ce panel, puisque jusqu'à il y a quelques semaines, j'étais le président de l'AFSE, qui est l'association des économistes en France. Alors juste quelques mots pour introduire ce panel. Peut-être, je voudrais juste traiter de deux choses. Un peu pourquoi les banques centrales, finalement, doivent prendre en compte le climat, et puis le comment. Donc le pourquoi et le comment. Sur le pourquoi, je crois que Christine Lagarde, présidente de la BCE, l'a dit très clairement hier à Aix. C'est d'abord et avant tout au gouvernement et au Parlement, bien sûr, de s'occuper du climat, puisque d'ailleurs les mesures en matière de politique du climat ont souvent des effets sur la distribution des revenus, ont des effets sur les secteurs d'activité qui relèvent d'abord et avant tout donc des autorités élues. Et donc ça serait une illusion et une erreur de penser que les banques centrales peuvent se substituer au gouvernement. Ceci étant dit, les banques centrales, dans le cadre de leur mandat, et la Banque centrale européenne en particulier, ont un rôle à jouer dans ce domaine-là pour au moins trois raisons. Et d'ailleurs, je vous renvoie, il y a un excellent blog qui a été publié hier par Isabelle Schnabel avec son collègue du directoire Frank Elderson, qui traite de cette question. Et les trois raisons, c'est premièrement, on sait que le changement climatique et surtout les politiques de transition vont avoir des effets sur la stabilité des prix, et donc ça c'est au cœur de notre mandat. La deuxième raison, c'est que les risques climatiques vont avoir des effets sur le système financier, et donc en tant que superviseur du système financier, bien sûr, là aussi, il y a un rôle important. Et puis enfin, je vous rappelle que dans le traité sur l'Union européenne, il y a l'article 127 du traité sur l'Union européenne qui dit que la Banque centrale européenne, sans préjudice de son mandat de stabilité des prix, apporte son concours aux politiques générales de l'Union en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. Et donc ça veut clairement dire, puisque la politique climatique, ça fait partie bien sûr des politiques européennes, donc là ça rentre aussi dans ce cadre-là. Alors juste maintenant, je vais être plus bref sur le comment, parce que je pense que c'est dans cette table ronde avec à la fois des banquiers centraux, des banquiers commerciaux et puis des économistes académiques, c'est un peu de ça dont on va parler. Sur le comment, je voudrais juste dire qu'il faut bien distinguer sans doute deux choses dans le rôle des banques centrales. Il y a d'abord ce qui relève de la politique monétaire, et donc dans le cadre de la politique monétaire, là c'est la question de comment on va modéliser, comment on va intégrer dans nos modèles notamment de prévision d'inflation, comment on prend en compte le climat et les politiques de transition climatique. Et puis, il y a aussi dans nos instruments eux-mêmes. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, il y a le deuxième aspect qui intéressera sans doute plus particulièrement les banquiers commerciaux du groupe. C'est aussi le sujet supervision et réglementation financière, puisque là, c'est les risques qui portent sur le système financier. Et je termine juste en disant que vous avez vu aussi que hier, la Banque centrale européenne donc, a publié les résultats là, du premier stress test climatique sur les banques, qui a mis en évidence, d'ailleurs comme Christine Lagarde a dit, qu'il y avait encore, il y avait des gros progrès qui avaient été faits, mais qu'il y avait encore des progrès à faire pour les banques. Et nous, à la Banque de France, on a fait aussi, il y a un an, le premier pilote stress test climatique à la fois sur les banques et sur les assurances. Donc voilà, donc pour commencer, je vais donner la parole aux deux banquiers centraux du groupe, donc en commençant avec Isabelle. Bon après-midi et merci beaucoup pour l'invitation.
à ce panel. C'est un grand plaisir d'être ici. Et j'aimerais bien parler en français, mais je ne peux pas. And this is why I'm going to switch. Raison pour laquelle je vais passer à l'anglais. Je suis désolée, j'espère que vous me comprendrez. Comme Olivier vous l'a dit, cette semaine a été une semaine importante pour la BCE en ce qui concerne le changement climatique, avec la publication des premières actions que nous allons mener pour verdir notre politique monétaire. Et deuxièmement, nous avons publié les résultats de notre premier stress test climatique. Et nous y reviendrons. Alors, précisément il y a un an, nous avons publié notre plan d'action européen. Et dans le cadre de la revue monétaire, et nous avons ainsi réitéré notre mandat vis-à-vis du changement climatique, étant clairement dit que le changement climatique a des effets fondamentaux sur l'économie et notamment sur l'inflation. Et dans une présentation récemment, j'ai fait la différence entre 3 différents types d'inflation qui peuvent venir du changement climatique. Il y a tout d'abord les effets du changement climatique lui-même, lorsque vous avez une sécheresse, un feu de brousse et que les prix de l'alimentation augmentent. Ensuite, vous avez une autre inflation, celle qui est liée à l'augmentation des combustibles fossiles dans le cadre du verdissement de l'économie. Et ensuite, vous avez ce que l'on appelle la réinflation, c'est-à-dire lorsqu'on est poussé vers une énergie renouvelable et qu'il y a tout à coup une forte demande de matières premières telles que le cuivre, le lithium ou d'autres, ce qui ensuite peut entraîner une inflation. Donc, il est certain que le changement climatique est vraiment au cœur de notre mandat primaire à la BCE. Ensuite, le changement climatique fait partie des priorités des législateurs européens et nous avons donc une obligation dans le cadre de notre mandat secondaire de soutenir les politiques économiques de l'Union européenne, comme l'a dit Olivier, sans préjudice bien sûr de ce qui concerne la stabilité des prix, raison pour laquelle nous devons nous impliquer dans ces sujets de changement climatique. Et désormais, nous avons adopté un certain nombre de mesures pour verdir nos politiques monétaires. La première, et probablement l'une des plus pertinentes, concerne la détention des bons, des obligations, pardon. Et il s'agit de vérifier le principe de neutralité, c'est-à-dire que nous acquérons des obligations en fonction des obligations disponibles sur le marché, mais nous avons découvert qu'en faisant cela, cela entraînait un biais vers des sociétés à forte émission et nous avons donc décidé de décarboner nos portefeuilles avec le temps en fonction de l'alignement sur l'accord de Paris et les objectifs de neutralité, ce qui nous a amené à une approche de modèle de réduction des GHG. La deuxième mesure importante, c'est pour les collatéraux. Nous avons défini une part maximum d'actions émises ou d'obligations d'actifs émis pour des sociétés qui ont une forte émission. Donc, pour l'achat d'actifs, il est important que les sociétés tiennent compte de la directive CSRD. Et nous avons également amélioré notre exposition au climat d'ici 2023. Donc l'an prochain, nous allons publier les émissions de nos portefeuilles non monétaires, par exemple les fonds de pension ou les fonds d'obligations, le portefeuille d'obligations. Et nous utilisons également donc des mesures en interne et en externe qui reflètent les risques climatiques. Alors, certains disent que nous n'en faisons pas assez, d'autres disent que nous en faisons trop
Pour être honnête, nous aimerions agir plus rapidement, mais nous sommes face à un certain nombre d'obstacles juridiques notamment et opérationnels, et aussi des obstacles par manque de données, car les données sont très importantes pour la transition et le verdissement. Deuxième point que j'aimerais souligner, pour ceux qui considèrent que le changement climatique ne fait pas partie de notre mandat, ils doivent être conscients du fait que notre objectif pour contribuer à la lutte contre le changement climatique ne signifie pas que l'on va modifier notre politique monétaire. On ne va pas acheter davantage d'obligations ou prêter davantage d'argent. Bien sûr, la stabilité des prix reste notre objectif premier. Et je terminerai là-dessus en disant que nous espérons sincèrement que notre action peut jouer un rôle de catalyseur pour verdir le système financier, notamment en renforçant les incitations concernant les disclosures en matière de climat. Je vous remercie. Alors là, Isabelle a présenté là, le point de vue d'une banquière centrale de l'eurosystème. Peut-être avec Marwan, là on a un banquier central qui vient d'un pays émergent, d'un pays du Sud, qui est peut-être d'ailleurs parfois plus directement exposé au changement climatique. Donc Marwan, comment se pose la question du point de vue d'une banque centrale comme la Banque centrale de Tunisie? Merci, je suis très heureux d'être parmi vous. Vous savez, nous, on vient d'un pays méditerranéen, j'espère on n'écoute pas. Voilà. C'est bon? Excellent. Donc, j'espère faire la même performance que mon ami de la Banque centrale européenne, parce que nous, on est considérés comme étant faisant partie des pays de la Méditerranée, donc on est un peu bavard. Donc je vais essayer un peu d'aller, et puis on m'a mis, je ne sais pas si elle est tunisienne, marocaine ou algérienne, mais en tout cas on m'a mis une de la région pour m'arrêter quand je dépasse les 6 minutes. Donc je vais aller directement donc, à la réponse à la question. Vous savez, nous, aujourd'hui, je prends l'exemple des banques centrales du Sud. Donc, on est confronté à des difficultés qui sont énormes. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés, en tout cas au niveau de mon pays. Il y a 11 ans, on est dans une politique de transition politique très compliquée. Mais en même temps, on a eu quand même Covid, avec un impact extrêmement important. Et puis par la suite, nous, on sortait de Covid, on était relativement résilients, et on se retrouve avec la crise ukrainienne. Et donc, tous ces impacts ont un effet immédiat. Donc, l'effet immédiat, c'est qu'on a des déficits qui augmentent, déficit budgétaire, déficit courant, donc déficit de la balance commerciale. Et les banques centrales, au fait, sont confrontées tout de suite à des conjonctures difficiles, parce que les gouvernements n'ont peut-être pas les financements nécessaires, et donc ils vont recourir aux banques centrales. Et comme vous le savez, toute l'histoire de l'indépendance des banques centrales, en tout cas chez nous, c'est très, très compliqué à gérer. Donc le contexte, je dirais, des changements climatiques, je vais vous dire, je vais essayer d'être un peu, je dirais, correct, en disant que c'est peut-être pas quelque chose, je dirais, de véritablement prioritaire pour les pays comme nous, compte tenu de la crise. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est véritablement dans une logique où on doit résoudre, on a une logique de très court terme et de moyen et de long terme. Et le très court terme aujourd'hui, c'est de sortir des crises, de pouvoir aujourd'hui gérer l'alimentation de nos populations, de pouvoir trouver l'énergie au prix nécessaire et avoir les financements pour le faire, et aussi de pouvoir contenir les effets des différentes crises successives. Donc, du coup, je prends l'exemple de la Banque centrale. Donc, nous, on a été pratiquement dans toutes les initiatives, que ce soit
à Paris, que ce soit au niveau donc du réseau des banques centrales donc pour le verdissement de l'économie, que ce soit au niveau de toutes les initiatives internationales. Le problème, c'est que oui, on est embarqué, mais est-ce qu'on est efficace? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des financements internationaux qui tiennent compte au fait de toutes ces difficultés que nous, on est en train d'avoir aujourd'hui? Au fait, non. C'est vrai qu'il y a des difficultés énormes, mais nous, on est aussi contraints par les changements climatiques. Aujourd'hui, une des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est au niveau du stress hydrique. Aujourd'hui, au niveau je dirais, de la désertification. Aujourd'hui, au niveau de tout ce qui est érosion. Tous ces investissements-là, tous ces impacts-là ont besoin d'un investissement massif en termes je dirais, d'emploi des ressources qui n'existent pas. Et si ça ne se fait pas aujourd'hui, eh ben, ça a un impact direct sur beaucoup de régions du pays qui deviennent, en plus de l'aridité, deviennent dans des situations beaucoup plus compliquées. Donc, quelle est la solution? Je pense que la solution, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui des droits de tirage spéciaux. On a pensé qu'à un certain moment, il y a une initiative de M. Macron à Paris pour dire qu'à un certain moment, il va y avoir un financement adéquat pour pouvoir, peut-être, à travers donc, un fonds pour gérer ce que j'appelle un peu la crise, je dirais entre guillemets, écologique, où aujourd'hui, je crois que les financements, la dernière initiative elle a été faite en avril par le Fonds monétaire international, je crois que les financements ne sont pas encore arrivés, je crois qu'ils sont à presque 40 milliards de dollars. Je crois qu'aujourd'hui, les besoins, en tout cas, tels qu'évalués par les discussions à Paris, tournent autour de 100 à 280 milliards de dollars pour gérer tous les problèmes de la dette, etc., au niveau des pays africains. Alors, ajouter à cela donc, les chocs climatiques et les chocs, je dirais, liés aux différentes crises, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de véritable coordination entre les différentes politiques économiques, monétaires, etc., et qu'aujourd'hui, il y a un investissement important qui se met en place pour dépasser ces problèmes, je dirais, nationaux. Parce qu'on ne peut pas régler les problèmes au niveau d'un pays. Comme vous le savez, la crise Covid, je crois que la Tunisie a pu la gérer parce qu'il y a eu un effort international qui a été fait. Je crois que maintenant, on doit rentrer dans une autre logique où on comprend que les problèmes sont des problèmes globaux et donc il faudrait avoir des solutions globales. Je vous remercie. Merci. Merci Marouane d'avoir respecté parfaitement, donc c'est la crédibilité des banquiers centraux qui était en jeu. Alors maintenant, on va passer en ligne avec Jézabel Coupet-Soubeyran. Alors Jézabel, j'ai envie de te poser la question. Tout à l'heure, Isabelle disait la BCE est critiquée. Certains trouvent que la BCE en fait trop en matière de climat, d'autres pas assez. Alors j'ai envie de te poser la question, est-ce que la BCE en fait trop ou pas assez? Je devine quelle va être ta réponse, mais en tout cas, qu'est-ce que tu répondras, et notamment par rapport aussi aux dernières annonces de la BCE? Merci beaucoup Olivier. J'ai un écho, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend très bien, on t'entend très bien. Vous m'entendez? Parfaitement, oui, oui. Bon, parce que moi, je n'ai pas le retour son, mais je vais essayer de fonctionner comme ça. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse de me joindre à ce prestigieux panel, très équilibré, comme tu le disais, pour discuter de ce sujet. Et je suis désolée d'être à distance. Alors, je trouve que ce qu'on entend est très encourageant. Ce qui est encourageant, c'est de constater que ce n'est plus seulement le discours des banques centrales qui verdit, ce sont aussi désormais un peu les actes. Et ce qu'a annoncé la Banque centrale européenne le 4 juillet dernier, ce qui vient d'être présenté par Isabelle Schnabel, eh bien, est encourageant, puisque c'est le portefeuille d'obligations d'entreprise de la Banque centrale européenne qui va commencer à verdir, c'est son dispositif de garantie qui va commencer à verdir. Donc on commence à entrer dans le verdissement de la politique monétaire, et ça va même un peu plus loin que ce qui avait été annoncé dans la feuille de route des résultats de la révision stratégique il y a un an.
Donc, les dispositions qui faisaient partie de la révision stratégique sont là, mais ça va un petit peu plus loin que cela. Je pense qu'avec ces nouvelles annonces, la Banque centrale européenne se place dans le peloton de tête des banques centrales qui verdissent, pas loin de la Banque d'Angleterre, tandis que d'autres sont encore quand même très très en retard en la matière, notamment la Banque centrale américaine, la Fed, et retard aussi dans la plupart des banques centrales des pays émergents, même si quand on entend Marwan El Abbassi, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience, mais quand on regarde ce qui se passe du côté des banques centrales des pays émergents, hormis quelques exceptions, on sent que le verdissement de la politique monétaire n'est pas encore à l'ordre du jour. Bon, tout ça pour dire que ce qui a été annoncé est encourageant. Je pense qu'on peut dire que c'est un grand pas pour la Banque centrale européenne. Ça répond à ta question, mais à mon sens, et puis ça va répondre aussi à ta question, ça reste quand même un petit pas pour le climat. Donc, je ne veux pas sous-estimer le pas réalisé, mais je crois qu'il ne faut pas surestimer non plus l'avancée, parce que les mesures qui ont été annoncées par la Banque centrale européenne ne concernent que les titres d'entreprise, qui ne sont en fait qu'une toute petite fraction des titres achetés et pris en garantie par la BCE. Par ailleurs, ça arrive à un moment où les programmes d'achat d'actifs vont être arrêtés, donc il y aura plus d'achat d'actifs au-delà des réinvestissements des montants de remboursement. Donc, ça veut dire que ce sera quand même, si vous voulez, assez marginal. Et puis, par ailleurs, le calendrier reste extrêmement étalé. Ça va jusqu'en 2026 pour certaines dispositions. Ce n'est pas en phase avec l'urgence climatique, même s'il y a certaines mesures qui seront prises plus rapidement. Il me semble... Alors, sans sous-estimer les obstacles juridiques et opérationnels qu'évoquait Isabelle Schnabel tout à l'heure, il me semble que le mandat actuel de la BCE permet en fait d'aller plus loin. On sent bien que la BCE aujourd'hui est pleinement consciente du dérèglement climatique qui porte atteinte à la stabilité monétaire, à la stabilité économique, que c'est de son plein ressort désormais d'agir, mais elle est loin quand même d'utiliser toutes les marges de manœuvre offertes en fait par son mandat pour verdir la politique monétaire. En fait, ce sont les opérations de refinancement qui devraient verdir aussi. Donc les MRO, les LTRO et surtout les TLTRO qui devraient verdir. Alors, des TLTRO verts, ça c'est une proposition qu'on entend souvent, qui est largement soutenue par de nombreux think tanks. Ça aurait l'avantage de faire dépendre les conditions du refinancement, de l'effort de décarbonation des bilans bancaires, sans figer la situation initiale et en évitant en fait de pénaliser les efforts d'adaptation des établissements dont les bilans initialement ne seraient pas assez verts. Donc c'est sans doute une des propositions les plus intéressantes, parce qu'un mandat constant, et c'est ce qui intéresse la Banque centrale européenne, à mandat constant, ce serait sans doute la plus grande contribution en fait, qu'elle pourrait apporter à la lutte contre le dérèglement climatique. Alors cela étant, et puis j'ai envie de terminer sur ces aspects-là qui me tiennent à cœur, cela étant, il faut être conscient que le mandat actuel de l'eurosystème bride la capacité de la Banque centrale à financer la transition écologique. Il y a le fameux article 123 qui interdit l'assistance financière directe aux États et qui donc interdit à la Banque centrale européenne, aux banques centrales nationales, de financer des programmes d'investissement publics dans la transition écologique. Or, sans mettre le pouvoir monétaire de la Banque centrale au service du financement de la transition,
il est très peu probable qu'on arrivera à investir à la hauteur des besoins qui sont évalués à 3-4 points de PIB par an pendant au moins 10 ans pour réduire nos émissions de CO2 de moitié d'ici 2030 et atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2050. Alors, bien sûr, si vous voulez, quand on aborde ces aspects de financement, il y a des distinctions à opérer. En fait, le financement des investissements rentables dans la transition écologique peut très bien passer par les marchés financiers, par les acteurs privés, bancaires et financiers. Ça ne pose pas trop de problèmes. Le financement d'investissements moins rentables requiert en revanche des investisseurs beaucoup plus patients, et notamment des banques publiques d'investissement. Donc, ça requiert davantage de fonds publics. À ce niveau-là, des prêts directs de la Banque centrale aux États seraient tout à fait utiles. Et puis, il y a également une autre masse d'investissement nécessaire. Isabelle, je ne sais pas si tu nous entends. Rentables. Et pour cela, pour financer cela, il faudra aller encore plus loin. Il faudra sans doute autoriser la Banque centrale à non seulement à prêter aux États, mais à leur donner peut-être de la monnaie centrale. Là, on est même au-delà, si vous voulez, de la monnaie hélicoptère. On est dans une forme d'avion cargo monétaire, tout ça dans un cadre de gouvernance qui serait approprié. Donc, merci, Isabelle. Je termine sur ce point. Est-ce que cette option-là, c'est pas la Banque centrale qui peut la décider, c'est clair, parce que ça dépasse complètement son mandat. Mais les décideurs publics et privés qui sont présents parmi vous, le peuvent, et les citoyens que nous sommes toutes et tous le peuvent aussi. Je crois qu'il nous faut réaliser l'importance de ce pouvoir monétaire et à quel point il pourrait transformer nos sociétés si nous l'orientions vers le bien commun. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci, Isabelle. Et donc on reviendra, je pense, pendant la discussion. Isabelle aura l'occasion peut-être de revenir. Est-ce qu'il faut faire un TLTRO vert? Est-ce qu'il faut que les banques centrales directement, d'ailleurs, financent les États pour le vert? Alors maintenant, on va passer aux banquiers commerciaux. Là, on va prendre plutôt, tout à l'heure, j'avais dit, il y avait l'aspect initialement banque centrale, là plutôt sur la partie politique monétaire. Maintenant, peut-être plus du côté supervision financière, réglementation financière. Donc en commençant par Lorenzo, qui a été aussi, personne n'est parfait, qui a été aussi banquier central à la Banque d'Italie et à la BCE. Merci. Comme banquier français, mais étant assis à côté de mon superviseur, I will speak English to make sure Je vais parler en anglais pour être sûr que je ne dis pas des choses qui pourraient être mal interprétées. Nous comprenons maintenant que le verdissement de l'économie n'est pas le mandat principal de la politique monétaire, et il me semble que c'est juste, mais les banques centrales doivent soutenir la politique économique des États, et ça, c'est évident. C'est évident que c'est un mandat très clair. Il y a deux manières, à mon avis, pour mettre en œuvre ce mandat. Premièrement, j'appellerais ça d'être cohérent avec, pour être sûr que la politique monétaire ou la politique de surveillance est cohérent avec le mandat des autorités. Et Isabelle a dit, en particulier, il faut regarder le cadre macro-politique et d'autres aspects afin de prévoir l'inflation d'une meilleure manière que l'on faisait par le passé. Il faut prendre en compte les changements structurels qui pourront avoir lieu et s'assurer que la politique monétaire est cohérente avec ce meilleur cadre. Le BCE le fait. Le seul commentaire que j'ai à faire, c'est-à-dire qu'il faut être humble. Les changements structurels sont très difficiles à comprendre et à prédire. Nous sortons d'une décennie de changements structurels dans le sens opposé qui nous a causé à sous-estimer l'inflation. Nous devons discuter, être ouverts, honnêtes, mais précautionneux. Du côté de la surveillance, je regarde l'activité de la Banque centrale sur la politique monétaire et la surveillance. Il faut s'assurer que la politique de surveillance soit cohérente
avec l'objectif principal, la stabilité financière, qui prend en compte les risques qui viennent du changement climatique. Lorsqu'on regarde la gestion de risques dans les banques, les stress tests, on vient de finir un stress test et je voudrais faire un commentaire là-dessus. Je pense que si on regarde l'économie et on regarde quels secteurs font le plus pour s'aligner avec les objectifs des différentes réunions COP, afin d'anticiper et d'adapter, il me semble que le secteur financier est en tête ou très proche d'être en tête. Nous devrons être fiers en tant que banque. Il y a tellement d'accords entre les banques, tellement d'engagements. Et vous pouvez voir que cette question est bien prise en compte et est pertinente. Si l'on regarde le secteur financier à travers le monde, le secteur financier européen et le secteur financier français est à l'avant-garde de ce mouvement. Pour dire que parfois, il peut être frustrant de lire les commentaires qui sont faits par nos organismes de surveillance, qu'on pourrait en faire davantage. Bien sûr, on peut en faire plus, mais il faut reconnaître que nous avons déjà fait beaucoup et qu'il faut continuer à travailler ensemble. Ce qui est clé, c'est le fait que notre travail dépend de notre relation avec nos clients, avec les sociétés. Nous ne pouvons pas avoir différentes exigences pour nous que pour les sociétés. Il faut y avoir une cohérence entre ce que les sociétés doivent faire en termes de données, par exemple, la fourniture de données, la certification, et ce que nous devons faire. Il est difficile pour nous de faire notre travail si nos clients, les sociétés, sont sujets à d'autres exigences au niveau des données. C'est la cohérence. Et je vais passer maintenant à la deuxième chose que la Banque centrale peut faire pour essayer de changer les choses au-delà des tendances. Isabelle a parlé de la politique collatérale, c'est intéressant. La question ici, encore une fois, c'est jusqu'où peut-on aller sans créer des distorsions sur le marché? C'est une question que vous vous posez certainement, car vous ne voulez pas avoir des conséquences que vous ne souhaitez pas avoir. Lorsque vous verdissez votre collatéral, comme c'était suggéré par notre collègue, il faut prendre en compte ce que cela veut dire. Nous sommes en début d'une phase, mais on pourrait créer des bulles si la Banque centrale fait plus que ne fait le reste de l'économie. Deuxième exemple, la surveillance. Utiliser la surveillance comme outil pour accélérer. Et encore une fois, ici, il faut être prudent pour ne pas produire des conséquences non voulues. La menace d'exigences plus fortes au niveau du capital en fonction des risques, est-ce que ça va vraiment nous aider? Lorsqu'on entend des discours, j'entends des menaces entre les lignes. Mais le risque ultime, ce serait de créer d'autres tampons au niveau des capitaux et si le degré de substitution n'est pas suffisamment large, cela peut mener à une réduction globale des emprunts au lieu de voir une augmentation des emprunts. Lorenzo, vous arrivez au bout. 30 secondes. Le dernier message, à mon avis, pour les surveillants et pour les politiques, il y a une question fondamentale en Europe. Si on n'a pas un marché des capitaux intégré, nous ne pourrons pas fournir le financement qui est nécessaire afin d'encourager le verdissement de l'économie. La Banque centrale fait beaucoup de choses, mais toutes les autorités doivent créer un seul marché financier des capitaux en Europe. Et ce n'est pas fait car il y a des gens qui le refusent pour être très honnête. Il faut travailler avec les banques centrales qui le souhaitent pour être sûr que dans les années à venir, nous pouvons construire cela. Dans son intervention hier à Aix, Christine Lagarde a fait aussi un appel à l'Union des marchés de capitaux. Donc du côté Banque centrale, nous sommes là complètement aussi en ligne là-dessus. Olivier, pour continuer donc côté banque et aussi peut-être en restant sur les aspects prudentiels et réglementations. Oui, alors
pour une banque commerciale, et par rapport à tout ce qui a été dit, alors je vais essayer d'être assez sobre, puisque de toute façon, la transition énergétique, c'est aussi une forme de sobriété, donc j'ai 6 minutes. Je vais essayer de les respecter. On a devant nous, et ça a été dit à plusieurs reprises, quand même une montagne à franchir. On ne sait pas d'ailleurs forcément très très bien le déterminer. On a en effet de l'ordre de 4 points de PIB, peut-être un peu plus, un peu moins. Ça fait 100 milliards d'investissements supplémentaires. Tous ces chiffres-là, même s'ils ne sont pas très précis, ça donne vraiment l'ampleur de l'effort à faire, notamment en termes de financement et d'investissement. Souvent d'ailleurs c'est les deux, il y a une partie de fonds propres et une partie de dette. La question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut, si on fait ces efforts-là, si on fait ces investissements, réduire d'autres investissements? Mon sentiment, c'est plutôt non. Moi, je connais bien les entreprises en France. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elles aient toutes la taille critique, qu'elles aient toutes la taille internationale qu'elles devraient avoir pour être résilientes. Elles n'ont pas forcément fait tous les investissements d'innovation, de digitalisation qui devraient être les leurs. Donc on ne va pas arrêter ces investissements. Les entreprises ne vont pas arrêter ces investissements pour ne faire plus que des investissements green. Je ne suis pas sûr qu'à la fin, le résultat soit celui qu'on attende. Donc même s'il y a un peu de recoupement entre les investissements qu'on peut faire et qui peuvent avoir une dimension par exemple très digitale et très positive en termes d'économie, d'énergie, de transition, etc., il faut quand même se dire que tout ça, ça va être additif, ça va être cumulatif. Donc il va falloir le financer. Et pour financer tout ça, il n'y a évidemment pas que les banques, mais on est quand même dans un pays et sur un continent où il y a finalement encore une assez grande intermédiation financière de la part des banques, que ce soit pour les particuliers évidemment, pour les professionnels, les entreprises, jusqu'à des tailles assez importantes. Je crois que c'était Isabelle qui le disait tout à l'heure, toutes les entreprises ne vont pas sur les marchés financiers pour se financer. Donc il faudra que ce soit les banques qui le fassent. Donc ça, c'est une certitude. Et quand on est une banque, pour faire des financements, on a besoin de 2 ingrédients. On a besoin de liquidité, on a besoin de fonds propres. C'est physique, c'est quantitatif. Et si on n'a pas ces 2 ingrédients, de toute façon, on ne peut pas le faire. Alors, la Banque centrale, elle n'est pas magicienne, mais elle a quand même le pouvoir de faire quelques réglages sur ces 2 dimensions qui sont l'exigence de fonds propres et la liquidité. Sur l'exigence de fonds propres, si au moment où on a plus d'engagement à avoir, plus de risques à prendre, on nous demande toutes choses égales par ailleurs, plus de fonds propres, on n'y arrivera pas. C'est pas possible. Il y a un problème quantitatif, il y a un problème physique. Donc ça, c'est une discussion qu'on doit avoir avec les régulateurs. Cette discussion, elle a lieu en ce moment. On sait aussi qu'on a d'autres échéances. Baloise cette fois-ci, BAL 4. BAL 4, c'est pas une bonne nouvelle puisque c'est plus de fonds propres. Donc si on met des fonds propres pour BAL 4, on ne pourra pas mettre des fonds propres pour la transition énergétique, pour le financement de la décarbonation, etc. etc. Et puis après, il y a ce risque qui est appelé le risque de transition énergétique, que moi je ne sais pas honnêtement qualifier, je ne sais pas le déterminer d'un point de vue macro sur un portefeuille de crédit. Il y a des entreprises de certains secteurs qui sont très en avance et on pense qu'il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui ont peut-être des problèmes. Il faut rentrer vraiment dans des analyses microéconomiques au cas par cas, entreprise par entreprise. Est-ce qu'elles ont pris le virage? Est-ce qu'elles vont prendre le virage? Est-ce qu'elles seront affectées ou pas? Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas une seule règle. Et là, on est obligé de rentrer vraiment dans du cas par cas. Et tout ce qui serait des ajouts de fonds propres ou d'exigences de fonds propres exactement au titre de la transition énergétique me paraissent assez dangereux parce que très contre-productifs par rapport aux besoins global de financement que j'évoquais. Donc voilà, il faut quand même qu'on regarde et tous ces éléments-là, d'autant plus qu'aujourd'hui on n'a pas un cadre, on n'a pas un setup d'information, de projection. Prudentiellement, les risques qu'on regarde sont souvent des risques à court terme. Les modèles qu'on utilise, c'est des modèles de défaut à 1 an. Le risque de la transition énergétique, ce n'est pas un problème à 1 an, c'est un problème à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Donc je pense que les uns et les autres, on n'est pas forcément très outillés pour faire ça. On n'a pas les bonnes données, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à le faire, mais en tout cas, à l'heure où on parle, on n'a pas ça. L'autre élément, c'est sur la liquidité, ça a été évoqué par Isabelle tout à l'heure. Moi, je pense que la Banque centrale, elle était très bonne durant les dernières crises pour apporter aux banques la liquidité dont on avait besoin. Si on remonte à la crise des subprimes, la crise de la dette européenne et la crise Covid, à chaque fois, la Banque centrale a su imaginer de très très bonnes solutions. Et
on a parlé des TLT héros verts, ça pourrait être effectivement une très très bonne solution parce qu'on aura besoin de liquidités dans les banques. Simplement, il ne faut pas voir ça comme des instruments de politique monétaire à 3 ans ou à 4 ans parce que le sujet qui nous intéresse, c'est des sujets très très longs avec des investissements qui sont très très longs. Donc là, il faut avoir de la liquidité long terme. On a vu aussi que lorsqu'on a eu la crise des subprimes, le premier marché qui a rouvert, c'est celui des covered bonds parce que les banques centrales en ont racheté. Et donc, si on fait des covered bonds un peu vertes, avec de l'immobilier qui soit en phase avec les sujets de transition et que la Banque centrale les achète, eh bien, ça peut beaucoup aider à déleverager, à alléger les bilans bancaires. Donc, tout ça, ça peut être une chose très, très importante. Et puis, pour terminer, moi, ce que je voudrais dire, ça me paraît important, c'est que là, j'ai beaucoup souligné éventuellement les problèmes capacitaires des banques à accompagner la transition. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a pas de problème de volonté à le faire. Et ça, je pense que c'est très important, c'est qu'on a vraiment tous envie, LCL a envie de le faire, mais je pense que les autres banques ont envie de le faire aussi, c'est d'accompagner leurs clients dans cette transition énergétique. Les banques se sont engagées à décarboner leur portefeuille de crédit, hein, c'est-à-dire qu'en transparence, de mesurer que les euros que l'on prête à nos clients eh bien, sont utilisés pour de bonnes causes, et en tout cas pour émettre de moins en moins de carbone. Donc ça, ce sont des engagements qui sont très forts, ça va pousser nos clients, ça va pousser l'économie à se transformer. Et voilà, et ce que je pense, c'est qu'il faut surtout ne pas regarder les choses les unes à côté des autres, mais ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui, c'est une vision globale, et il faut résoudre l'équation. L'équation a beaucoup d'inconnus, et il faut bien la poser. Voilà. Merci Olivier. Alors, après tous ces points de vue, là, donc Lucretia a l'avantage de parler en dernier et donc peut-être de pouvoir reprendre certains éléments aussi bien sur les aspects politiques monétaires que sur les aspects éventuellement prudentiels. Et donc Lucretia, qui a été aussi banquière centrale, puisque Lucretia a dirigé la recherche de la Banque centrale européenne au milieu des années 2000. Okay. It's a pleasure to be here and C'est un plaisir d'être ici avec vous. C'est agréable d'être la dernière. Premièrement, il me semble que nous sommes tous d'accord que la transition climatique est notre tâche le plus importante et c'est un problème existentiel, mais les politiques n'ont pas suivi nos engagements. L'accord de Paris est un objectif qui n'est pas atteint. Et pour commencer, je commence par dire que nous avons tous des responsabilités, les banques centrales, les banques dans les secteurs privés, les marchés des capitaux, la politique publique comme acteur principal. C'est ce que Christine Lagarde a dit, les banques centrales doivent être impliquées dans ce sujet. Et je suis d'accord avec elle. Je pense également, c'est ce que Isabelle a dit. Pourquoi est-ce que les banques centrales sont importantes? C'est également quelque chose qui a été dit par Isabelle. Ce sont des grands investisseurs avec un bilan important, sont un régulateur important, mais ils peuvent impacter comment la politique monétaire est mise en œuvre. Cela peut impacter la stabilité. Et c'est peut-être quelque chose que nous commençons seulement à comprendre. C'est le nouveau jeu pour les banques centrales pour comprendre ce qui est impliqué lorsqu'on cible l'inflation. J'ai 3 points à mettre en avant. Premièrement, c'est quelque chose qu'Isabelle a déjà dit. La critique principale sur ce qui a été déclaré par la BCE, c'est que ce n'est pas neutre. Le principe de neutralité est très controversé. Ce principe est défini comme l'achat des obligations en proportion avec la quantité existante de l'obligation existante pour ne pas altérer le prix des actifs. Ce principe, et c'est une preuve empirique, que le portefeuille du BCE est marron parce que les grands émetteurs sont également les émetteurs d'obligations. Ils ont beaucoup
actifs, ils peuvent facilement émettre des obligations. Et c'est pour ça que le portefeuille de la Banque centrale est vraiment marron et pas vert pour l'instant. Nous devons altérer le coût des capitaux. Et ce n'est pas le principe qui était cité au début. Il y a d'autres principes liés au fait que sur la base de comment sont faits les achats des actifs peut avoir un impact sur le risque dans le portefeuille. Nous savons que c'est également un point qui vient de la recherche. Les grands émetteurs sont les sociétés à plus grand risque car les émissions et les risques climatiques sont matériels au niveau financier. C'est un problème pour les banques centrales, mais également pour le secteur privé. C'est tellement un problème pour le secteur privé que nous avons des réglementations, des standards, des stress tests, des outils pour être sûr que le secteur privé doit prendre en compte ces risques. Et c'est le pas prochain suivant pour demander à la Banque centrale de faire la même chose avec son portefeuille. Il y a des questions et on n'a pas beaucoup de temps pour y réfléchir, mais je voudrais qu'Isabelle puisse en parler. Nous sommes en train de rétrécir le bilan et cela veut dire qu'il faut éliminer des obligations dans certains secteurs et ça porte des risques, des stranded assets, des actifs qui seront isolés à l'avenir. La manière dont on met en place ces politiques vertes est importante. Il faut garder en tête le risque de la transition. Ce n'est pas juste les émissions qui sont importantes, mais c'est la manière dont les sociétés ajustent leur stratégie et leur modèle de business en ce qui concerne ces risques. On ne veut pas que les énergéticiens soient fermés demain. C'est un risque dans la transition. Et pour cela, nous devons avoir des données, des standards afin de faire ce qui est nécessaire. Et j'arrive à mon deuxième point. Nous devons avoir des standards, des données. C'est vrai pour le secteur privé, mais c'est vrai pour le BCE. Comment mettre en place des politiques si on n'a pas des données et des standards fiables? C'est un sujet qui n'est pas excitant mais ça m'excite beaucoup car je travaille dans ce domaine depuis longtemps. Nous sommes dans un monde où nous n'avons pas des standards qu'on peut comparer au niveau mondial. Il y a des organisations privées qui utilisent des standards volontaires, pas obligatoires, pas audités. Et cela emmène à un greenwashing. Donc l'aspiration d'avoir des standards comparables au niveau mondial est importante, surtout dans un monde qui devient plus en plus balkanisé. La planète est un bien public et nous devons avoir des standards pour les sociétés chinoises, pour les sociétés italiennes, françaises, tunisiennes, etc. C'est très bien que l'Europe soit en avant, mais nous devons avoir ces standards comparables au niveau mondial qui n'existent pas pour l'instant. Et cela peut jouer un rôle dans la convergence. Je n'ai pas le temps d'aborder mon troisième point, comment ajuster les stratégies lorsque le risque climatique implique deux choses. Premièrement, une haute fréquence de choc de prix d'offres. Et la politique de la demande ne sera pas le bon outil pour gérer ça. Et il y a un autre groupe de problèmes, c'est que la transition va coûter de l'argent fiscal, même si nous ne croyons pas que les banques centrales doivent financer les États. On peut se poser la question comment on peut les soutenir dans les politiques. Merci. Quelques minutes pour discuter, puis j'ai quelques questions en ligne, mais qui renvoient. Alors, je voudrais reprendre, peut-être interroger Isabelle. Suite un peu, il y avait eu les questions tout à l'heure. Isabelle a évoqué un tel euro vert. J'ai même vu qu'Olivier Nicolas, donc même les banquiers commerciaux reprenaient un peu l'idée. Puis il y avait l'autre question qui allait encore plus loin là de Isabelle, mais qui a été aussi un peu évoquée par Lucretia. Alors, Isabelle allait le plus loin en disant qu'il faut peut-être que les banques centrales là fassent de la monétisation de la dette pour financer
les investissements verts. Donc, Isabelle, que répondre? Alors, c'est pas ce qu'a dit Lucretia, hein, je dis, mais en tout cas, il y avait cette interpellation aussi sur comment financer les investissements verts et que peuvent faire les banques centrales. Donc, Isabelle. Yes, so thank you very much. Merci. Il y avait des questions intéressantes. Je vais commencer avec Gisabelle qui a mis en avant que le BCE pourrait faire davantage dans le financement des investissements climatiques. Il faut être conscient du fait que nous agissons dans un cadre juridique et qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire. On ne peut pas juste financer les investissements qui semblent désirables d'un point de vue sociétal. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'avoir un impact sur la planète à travers nos politiques. Et un fait vraiment marquant, lorsqu'on regarde les dernières années avant la pandémie, c'est la question des besoins d'investissement qui existaient déjà et les taux d'intérêt si faibles. Pourquoi est-ce que les gouvernements n'ont pas utilisé ces conditions de financement très favorables pour vraiment commencer ces investissements? On a vu dans le temps qu'il y avait peu d'élasticité dans les investissements en ce qui concernait les taux d'intérêt. To fiscal rules and so on, but I think that is actually an interesting question. So one point that came up several times was the question, so what is going to happen when Point mentionné à plusieurs reprises, il s'agit de savoir ce qui va se passer pour le verdissement des obligations d'entreprise. Je dis souvent que ce n'est pas une question de flux, mais de stock et d'actions. Si nous savons que le stock de nos actifs va permettre de mener à bien ce verdissement, c'est bien. Mais il n'y a pas eu de décision quant à l'ajustement de ces stocks d'actions et d'actifs. Donc, pour ce qui est des réinvestissements, je dirais que pour l'instant, ils représentent 30 milliards par an, ce qui est quand même pas mal, puisque nous avons un gros portefeuille. Mais comme cela a été dit, ce n'est pas uniquement une question d'achat que nous menons, mais nous envoyons aussi des signaux importants au marché financier pour leur expliquer qu'on est très sérieux quant à ce sujet et que nous espérons que donc l'impact ira bien au-delà des achats que nous faisons. Et il y a aussi autre chose que nous devons prendre en compte. On n'a pas encore pris de décision là-dessus. Un sujet dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que vous répondez aux objectifs de politique monétaire et pendant la pandémie, on a fait beaucoup de refinancement des opérations parce que c'était nécessaire. Mais s'il n'est pas nécessaire de mener à bien ces opérations, à ce moment-là, les choses deviennent plus difficiles à faire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Vous n'avez pas utilisé le mot, mais il faut un syndicat des marchés des capitaux verts, si l'on peut dire. D'une certaine manière, on n'est pas encore arrivé à cette dynamique, mais ce serait une bonne chose. Et tout cela est bien sûr lié à cette question des standards, des normes. Et bien sûr, il faut que ce soit européen, mais pas uniquement européen. Il faut aussi que ce soit mondial, global. Pour ce qui est des capitaux, je ne suis pas un superviseur moi-même, comme vous le savez. Les besoins en capitaux doivent refléter les risques. Et cela me rappelle une discussion que j'avais eue avec mon maître de thèse qui avait des points très précis là-dessus sur les capitaux. Mais on n'a pas le temps de voir cela. De retourner la question, est-ce que les banques centrales font trop ou pas assez en matière de politique monétaire verte, là, en se plaçant sur le plan politique monétaire, et quid des TLTRO verts? Je parle en français maintenant, si je peux. Moi, je dirais qu'en Europe, on devrait être orgueilleux du fait qu'on est à l'avant-garde
soit la Banque centrale, parce qu'il n'y a pas de comparaison, c'est 6-0, 6-0 avec la Federal Reserve. Et j'aimerais bien qu'on reconnaisse que les banques commerciales européennes aussi font beaucoup. Évidemment, c'est un processus, je dirais. Mais pour répondre à Isabelle et son superviseur, les banques, les investisseurs du monde entier ne sont pas obligés d'investir dans les banques européennes. Il y a d'autres services, secteurs, dans lesquels ils peuvent investir, où ils investissent dans les banques d'autres pays. Donc on doit avoir une rentabilité du capital qui est attractive. C'est en fait, on n'est pas des utilities. Je sais que certains académiciens voudraient que les banques soient des utilities, mais on ne l'est pas. On doit être attrayant pour les investisseurs. Et je pense que nous faisons beaucoup pour l'être, parce que beaucoup d'investisseurs, aujourd'hui, quand je parle avec les investisseurs, avec les shareholders, demandent que nous soyons verts, demandent que nous ayons un bilan vert. Et d'ailleurs, ça fait beaucoup de temps que nous avons cette attitude. Mais je pense qu'on ne peut pas y remettre des couches et des couches et des couches de capital, parce qu'à la fin, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. Et je termine de nouveau sur le même thème, nous n'avons pas de marché de capitaux. Donc toute la finance qui est produite en Europe et tous les flux de financement, au fond, doivent être sur les bilans bancaires. Et les bilans bancaires ne peuvent pas être trop grands, parce que sinon ils deviennent un risque systémique. Donc il faut absolument développer ce marché des capitaux. On peut l'appeler le marché des capitaux verts ou bleu, s'il est européen, mais c'est fondamental. Nous n'aurons pas la transition énergétique en Europe si on n'aura pas un marché des capitaux européens. Moi, je le dis tous les jours, et il faut comprendre que si on n'a pas un marché des capitaux européens, c'est parce qu'on ne le veut pas. Il y a quelqu'un qui ne le veut pas. C'est comme il y avait quelqu'un qui ne voulait pas d'union monétaire il y a 30 ans. Il y avait quelqu'un qui ne voulait pas d'union bancaire il y a 20 ans. C'est peut-être ceux qui voulaient maintenir un certain pouvoir dans leur petit marché. Il faut faire un saut politique et j'espère que le président de la République, le Premier ministre italien, le chancelier allemand se rendent compte que leurs ambitions climatiques ne se réaliseront pas si on n'aura pas une vraie intégration financière en Europe. Merci Lorenzo. Alors, malheureusement, l'heure a tourné et on va être obligé de clore ce panel. Ce que je retiens, il y a quand même un thème fédérateur qui est celui de l'Union des marchés de capitaux. Et d'un point de vue marketing, donc, on a trouvé un nouveau nom qui deviendrait l'Union des marchés de capitaux verts, ou l'Union verte. Je ne sais pas si c'est les marchés de capitaux qui sont verts ou si c'est l'Union qui est verte, mais qui est un moyen, parce que c'est vrai, comme peut-être Lorenzo disait, il y a peut-être des gens qui ne le veulent pas. Je crois que c'est surtout que l'Union des marchés de capitaux, c'est un sujet assez technique et qui ne passionne pas les politiques et qui ont du mal à s'intéresser au sujet, alors qu'il y a peut-être moins d'obstacles que sur d'autres sujets, mais c'est peut-être un moyen, via le vert, peut-être de dire aussi au gouvernement, au Parlement et donc aux opinions publiques elles-mêmes, puisque in fine, c'est les opinions publiques qui poussent les gouvernements à agir, que cette union des marchés de capitaux, c'est important et c'est important pour la planète et le climat. Merci et bonne poursuite.